Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir 3 des meilleures parties de Judith Polgar, la meilleure joueuse de tous les temps qui fête son anniversaire aujourd'hui. Elle est en effet née le 23 juillet 1976. Alors je vous avais parlé récemment de Judith pour vous montrer sa récente victoire contre Magnus Carlsen. S'il vous plaît, c'était en marge du tournoi des candidats, vous pouvez retrouver la vidéo ici. Et je vais juste vous dire 2-3 petits mots avant de rentrer dans le vif du sujet. Judith était et reste le plus grand talent échiquien que la Terre ait jamais connu. À seulement 12 ans, elle était déjà classée 2555 Elo et était alors 55e joueuse mondiale mixte et première joueuse mondiale femme. À 15 ans, elle a battu le record que détenait Bobby Fischer depuis 33 ans en devenant la plus jeune grand maître mixte de l'histoire. Ce record a en revanche été battu par la suite. Elle a ensuite gravi tous les échelons jusqu'à devenir 8e joueuse mondiale avec un record Elo à 27,35. Pas mal. En 2011, elle a terminé première ex-aequo et troisième au départage du championnat d'Europe, devenant la première femme médaillée dans un tel championnat. Bref, c'est une légende du jeu d'échecs. Depuis sa retraite en 2014, elle est aussi une des plus grandes ambassadrices de notre jeu. Et donc, pour célébrer son anniversaire, on va voir 3 de ses meilleures parties. Et on commence par une partie de 1988. C'est l'année qui a révélé le génie de Judith au monde échiquien. Elle venait de remporter le championnat du monde, alors appelé Boys Championship. Maintenant, on dit que c'est le championnat Open. Donc, en moins de 12 ans. Et là, on est aux Olympiades. C'est le premier des 3 tournois dits féminins que Judith a joué dans l'ensemble de sa vie. Elle n'en a pas joué d'autres. C'est les Olympiades. À l'époque, les joueuses soviétiques avaient remporté 100% des Olympiades. Et là, la Hongrie débarque avec une équipe dans laquelle les 3 sœurs Polgar sont alignées. C'est un peu la curiosité du championnat. Mais les Soviétiques étaient hyper confiants et hyper méprisants à l'égard de ces joueuses, notamment Garry Kasparov, qui était allé de ses commentaires machistes. Mais donc là, c'est la ronde 10, et Judith vient de marquer 9 sur 9. Et donc, les joueuses commencent à être prises au sérieux, et notamment la cadette des joueuses Polgar, qui est ici allée blanc contre Pavlina Tchilingirova, une joueuse bulgare. Bref, Judith commence par E4, C5, cavalier F3, cavalier C6. Alors depuis, elle est devenue une des meilleures joueuses du monde de sicilienne ouverte avec les 2 couleurs d'ailleurs. Mais ici, elle a préféré le coup Fou B5, il y a eu G6, Roc, Fou G7, C3 avec l'idée claire de jouer D4 et de pouvoir reprendre du pion en 4C prend D4 pour établir un centre parfait. Et donc les noirs ont joué un coup intéressant ici, ils auraient pu jouer cavalier F6 pour contre-attaquer sur le pion E4, mais ils ont fait E5 avec l'idée d'établir ce qu'on appelle un système botvinnik, les 2 pions en C5 et E5, le fianchetto, le cavalier qui vient en E7, pour laisser le pion F libre de ses mouvements. On va faire Roc, on va faire D6, Fou E6, peut-être F5 un jour, peut-être D5 un jour. Si les noirs arrivent à faire tout ça, ils peuvent se retrouver très bien. Juste un petit exemple, un coup comme tour E1 qui pourrait être automatique dans d'autres variantes de cette sicilienne Fou B5. Ici, ne va pas du tout. Cavalier E7, D3, Roc, Fou E3, D6. Et on peut se dire peut-être maintenant D4 parce que de toute façon il n'y a pas trop d'autres plans pour les blancs. Mais ça serait déjà perdant. Prise, prise et Fou G4. C'est un peu surprenant que ça soit perdant, mais là c'est totalement foutu. On peut pas bouger le pion D à cause de Fou prend B2. Et il est en prise, tout simplement. Attaquer une fois, 2 fois, 3 fois. Et le Fou contribue à l'attaque en venant clouer et peut-être s'échanger contre un des défenseurs. Et donc les blancs peuvent déjà abandonner avec... ils vont perdre un gros pion central, quoi. Bref. Ça, c'est le système quand ça se passe bien, mais Judith ne s'est pas laissé faire. Elle a joué D4, sacrifice de pion. Les noirs
contrôle bien plus de fois la case D4, mais c'est pas grave. Judith a joué D4 et après prise. Là, on pouvait faire C prend D4 ou cavalier prend D4. Alors, C prend D4 est maintenant considéré comme légèrement plus précis, mais le coup D4 est toujours le grand coup contre le coup E5. Ici, on joue fou F4. Bref, la théorie continue. Magnus a joué A6 récemment avec les noirs. Tout ça. Mais donc, cavalier prend D4 a été le coup de la partie. Dans tous les cas, après cavalier prend, pion prend, on a cette structure de pions où les noirs ont certes un pion de plus, mais ils ont les deux pions D isolés. Donc si jamais les blancs venaient à en regagner un des deux, il y aurait égalité matérielle et toujours une moins bonne structure pour les noirs. Là, le coup de plus joué actuellement, c'est fou F4, mais Judith ne l'a pas joué. Peut-être d'ailleurs parce que sur fou F4, le coup naturel, c'est cavalier E7 pour pas se prendre cavalier F6, fou D6, qui serait un peu problématique avec le roi cloué au centre. Sur un coup comme dame B6, on peut qui attaque les deux fous quand même. On pourrait jouer E5 et lancer l'attaque, donc ça n'irait pas du tout. Prise et c'est foutu. On se prend tour 1 échec au prochain coup. Bref, ça va pas du tout. Mais donc cavalier E7 à la place. Et ici, on peut pas jouer vraiment fou D6. Il y aurait dame B6 quand même, attaque les deux. On pourrait se dire, mais fou prend, roi prend, et on a un pion de moins, certes, mais alors il y a le roi au centre, il y a les pions isolés. Sauf que, déjà, le fou est attaqué, il faut le bouger. Et en fait, les noirs peuvent roquer à la main. Ils vont jouer tour E8, roi F8. Ça, c'est un pion isolé, mais il est quand même bien protégé. Et ça commence à ressembler à un gros pion de plus pour les noirs. Donc, il ne faut pas jouer fou D6, mais on peut comprendre que Judith ait cherché autre chose. Elle a trouvé un coup très intéressant, E5, empêchant le fou de défendre son pion. Et évidemment, fou prend E5 n'est pas un coup, parce qu'on gagne juste le fou après tour 1, et F4 si les noirs le protègent. Donc E5 va regagner le pion D4 en force. Les noirs ont joué cavalier E7, fou G5 pour clouer le cavalier. On aurait pu jouer dame prendre les 4, ça serait revenu au même, parce qu'après roc, 8 a fait dame prendre les 4. Et ici, il valait mieux pour les noirs poser la question au fou en jouant H6. Et sur un coup comme fou F6, on peut imaginer même, on peut imaginer fou prend F6, c'est sur pion prend cavalier F5, pourquoi pas. On peut même imaginer cavalier F5 tout de suite. On est cloué, mais on contre-attaque sur la dame. Et on va prendre un F6 au prochain coup. Et c'est compliqué. Par exemple, dame F4, prise. Les noirs ont gagné un pion. Ils menacent dame prend B2. Mais après cavalier C3, il y a clairement du contre-jeu. Il faudra peut-être même faire attention à G4 un jour. Bon, sur G4, il fera peut-être du dame H4 ou du dame D4, cela dit. Donc peut-être pas G4, mais bon, le pion de plus, il est isolé. Les blancs ont un avantage de développement. Les noirs ont joué G6 et H6, ils ont pu le fou du fianchetto. Bref, c'est largement assez de compensation. Bon, l'ordi évalue la position, comme d'habitude, à 0.0. Donc H6 c'était le meilleur coup. À la place, Pavlina a joué cavalier C6, attaquant la dame. Donc c'est pas grave si le cavalier était cloué. Évidemment, où est-ce qu'on met la dame? En H4, Judith n'était pas venue là pour échanger les dames. D'ailleurs, ça perd, parce qu'on a tout attaqué. Donc ça perd tout de suite. Elle n'était pas venue non plus pour échanger les pièces. Après un truc comme ça, ça n'irait pas. Non, elle est venue pour attaquer. Dame H4. Et d'ailleurs, c'est à peu près à ce moment-là, je connais pas le moment exact, mais pendant la partie, Judith a remarqué que Garry Kasparov, le champion du monde en titre, était en train de regarder attentivement sa partie, ce qui l'a rempli de fierté. Il en parle encore comme d'un grand moment, et ça l'a motivé à bien jouer, comme on va le voir. Donc il y a eu dame B6 de jouer, cavalier C3, évidemment, on se développe, et c'est là que les noirs ont commis l'erreur décisive en prenant le pion E5. Ce qui
pourtant paraît être un bon coup, hein, d'autant plus quand les noirs menacent fou prend cavalier, suivi de dame prend fou. Élimination des défenseurs, on gagne une pièce, c'est sympa, mais il fallait prendre conscience du retard de développement et de la dangerosité de l'attaque blanche à l'aile roi et jouer le très joli coup D5. Donc vraiment un très joli coup parce que le pion est doublement en prise. Hein. Bon, si cavalier prend D5, il y a dame prend B5 et c'est pas grave s'il y a cavalier C7. On peut prendre cavalier prend A8, dame B8 et les noirs vont avoir l'avantage matériel. Et sur pion prend D6, là cette fois-ci, contrairement à la partie, les noirs peuvent jouer fou prend C3, sur B prend C3, dame prend B5. Les noirs vont résister à l'attaque assez facilement. Par exemple sur fou F6, on peut jouer dame H5. Sur fou H6, on doit aussi pouvoir jouer au minimum dame H5, hein, parce que quand bien même les blancs récupèrent la qualité, les noirs ont toujours l'avantage matériel. Donc ça c'est assez simple à calculer. Et donc sur D5, Judith n'aurait pas pu prendre le pion D. Et à la place, le meilleur coup c'est fou prend C6, B prend C6. Donc les noirs ont un peu rétabli leur structure. Mais les blancs ont gagné un tempo, ils n'ont plus le fou en l'air. Ils peuvent encore en gagner un deuxième en protégeant le pion B2. On aurait pu aussi imaginer le sacrifier en jouant fou F6 directement. Donc admettons dame B5, fou F6 maintenant. Et l'ordinateur donne que les blancs sont légèrement mieux, mais à la position tout à fait défendable. Donc il fallait jouer D5. À la place, Pavlina Chilingirova a joué fou prend E5. Et ici, les blancs font fi de la menace fou prend C3, dame prend B5 et jouent tour E1, sacrifice de pièces. Les blancs menacent tour prend E5. Et même par exemple en cas de D6, on fait tour prend E5, ça marche. On élimine le fou qui défend magnifiquement toutes les cases noires de l'aile roi. Et après, peu importe D prend ou cavalier prend, on joue juste cavalier D5 et on va mater. Dame prend B5, cavalier F6 et dame prend H7 mat au prochain coup. Donc, après tour E1, la menace est tour prend E5, les noirs doivent la parer, ils ont tenté fou prend C3, hein, quitte à se faire attaquer, autant avoir le ventre plein, et après B prend C3, dame prend B5. Et là, c'est pas si simple, y a des coups qui sont tentants, mais il n'y en a qu'un seul qui gagne. Parce que si on joue fou F6, dame H5, si on joue donc fou H6, dame H5, c'est pareil, il n'y a pas dame F6, il y a dame prend H6. Et d'ailleurs, sur dame H5, si les blancs essayent de regagner du matériel, ils sont quand même totalement foutus parce que les noirs ont cavalier, fou et un pion pour seulement une tour. Donc c'est un énorme désavantage matériel. Évidemment, plus du tout d'attaque. Mais donc, sur dame prend B5, le gain existe. Évidemment, il avait été prévu par Judith depuis longtemps. Elle a joué dame H6, menace fou F6. Les noirs ne peuvent pas faire F6. Ça, c'est assez facile à calculer. Il y a fou prend F6, tour prend F6, tour E8 échec, sur tour F8, tour prend c'est mat, et sur F7, dame F8, échec et mat. Donc, après dame H6, il faut jouer dame F5. Seul coup pour parer, fou F6. Ça a l'air d'aller pour les noirs, mais il y a un mais, c'est un gros mais. C'est mat en 3 coups. Vous pouvez faire pause pour le chercher. La solution, c'est dame prend F8, échec, abandon. Vu que ce roi prend F8, fou H6, échec, roi G8, tour E8, fait échec et mat. Donc voilà, ça c'est la victoire de Judith à la 10e ronde. Au total, elle a marqué 12,5 sur 13 lors de ces Olympiades. L'équipe de Hongrie, grâce aux résultats de Judith et des autres sœurs Polgar, a ravi la première place pour la première fois de l'histoire aux joueuses soviètes. Et après ce tournoi, au 1er janvier 1989, après ce tournoi et d'autres tournois,
Au 1er janvier 1989, Judith était 55e joueuse mondiale avec donc 2555 Elo, comme j'avais dit lors de l'introduction. Bref, flash forward bien des années plus tard, Judith a les noirs, elle affronte Alexei Shirov. Donc à l'époque, un des tout meilleurs joueurs du monde, il a été numéro 3 mondial, il aurait dû affronter Garry Kasparov en championnat du monde après avoir battu Vladimir Kramnik lors de la finale des candidats. Mais Kasparov, comme on le sait, a choisi d'affronter Kramnik malgré tout. Mal lui en a pris, il a perdu. Bref, elle affronte Alexei Shirov et elle joue évidemment sa sicilienne, son ouverture préférée. Cavalier F3, E6, D4, prise. Alors, elle a joué toutes les variantes possibles de sicilienne. Elle fait cavalier C6, c'est sur cavalier C3, D6. Je suis même pas certaine de savoir comment qu'elle s'appelle. C'est peut-être une Taimanov. Bon, ça ressemble à une Shevning, mais dans la Shevning, si je ne m'abuse, le cavalier est déjà en F6. Là, on va voir que, justement, après G4, A6, donc G4 c'est vraiment le coup qui pose problème quand les noirs ont le cavalier en F6 et jouent E6 et D6, la structure petit centre. Mais après fou E3, Judith en a profité pour jouer cavalier E7. Les blancs ayant déjà joué G4 et donc menaçant d'avancer le pion davantage à chaque coup, autant passer par E7, surtout que le coup G4 fait que le cavalier sera peut-être mieux placé en G6, d'où il peut aller sur des cases assez sympas. Bref, cavalier B3, B5, F4, fou B7, dame F3. Les blancs ont joué des coups assez standards, très agressifs. Ils menacent de faire grand roc. Ça a l'air très dangereux pour les noirs, qui jouent pour l'instant sur 3 rangées, à part le pion B5. Mais déjà là, Judith va se saisir de l'initiative en jouant un magnifique coup positionnel, certes assez typique dans la sicilienne. Alors il faut quand même le trouver. Elle joue G5. Extraordinaire sacrifice de pion pour s'emparer de la case E5. Donc dans la partie U prise, cavalier E5, on comprend pourquoi on a sacrifié un pion. Mais en fait, le pion G va s'échanger contre le pion F dans tous les cas. Par exemple, même si les blancs font grand roc, on joue G prend F4. Les blancs récupèrent le pion. Et après cavalier G6, le cavalier va quand même aller en E5 et les blancs n'auront même pas de pion de plus. Donc après G5, Shirov a pris en G5. Et donc là, que des coups brillants. Toute une série de coups, mais tous les meilleurs coups possibles pour les noirs. Elle joue cavalier E5, ça c'est assez facile. Dame G2, la dame était attaquée. B4 maintenant pour amener le cavalier sur une moins bonne case. Le cavalier est allé en E2 et là il faut encore être brillant, enfin plutôt brillante avec les noirs parce que on a l'air un petit peu au max de l'attaque. Et si les blancs arrivent à mettre le roi à l'abri, il faut se rappeler que on a le roi au centre, donc potentiellement en danger. Si les blancs arrivent à roquer, ils auront un roi bien protégé en B1. Nous, on a un roi qui sera plus jamais en sécurité. On a joué C5, on a joué G5, ça va pas du tout. Et on a un désavantage matériel. Donc il faut vraiment conserver l'initiative jusqu'au mat, en gros. C'est ce que Judith a fait en jouant H5. Donc c'était assez marrant. Elle a fait G5 et franc G5, cavalier E5. Et là, elle fait H5. Et surprise, elle a joué cavalier F5, profitant du clouage. Donc 2 fois le même thème de sacrifier un pion pour avoir une case pour son cavalier. Alors, quoi d'autre pouvait-on faire sur H5 Déjà, les blancs étaient dans une situation critique. L'ordinateur dit que le moindre mal, c'était de rendre le matériel en jouant grand roc, H prend G4. Alors, faut vraiment avoir envie, parce qu'on va quand même se prendre du cavalier F5, le pion est toujours cloué, il y a la case F3, on a même plus d'avantage matériel. Sur un coup comme prise en passant, qui est assez tentant, au début, je pensais juste, fou prend H6, et on est très content d'avoir échangé les fous de case noire, mais l'ordinateur dit qu'il est encore plus fort, donc c'est peut-être, probablement, même d'ailleurs le coup que Judith aurait joué. Très joli coup après les coups G5 et H5. Là, le meilleur coup pour les noirs, c'est de faire F5. Assez génial.
Donc tape sur le pion E4. Évidemment, sur G prend F5, on a encore cavalier prend F5 qui prend l'initiative grâce au clouage du pion E4. Ça ressemblerait à la partie. Donc bref, G5 était déjà assez fou, H5 là c'est juste extraordinaire. G prend H5 a été joué, mais donc cavalier F5. Et là le problème, c'est qu'il faut contrôler la case H4. Parce que si on joue fou F4, ce qui est le coup peut-être plus naturel quand on n'a pas réfléchi concrètement à ce qui se passe après, et ben on se prend cavalier H4, attaque la dame, attaque la case F3, dame G3, on met un cavalier en F3, c'est la grosse crise, le roi D1, D5, bon. On va pas résister très longtemps avec les blancs contre une telle joueuse. Donc, obligé de faire fou F2, mais le fou ne protège plus le pion G5. On dit, mais c'est pas grave, il y a la dame qui le protège. Oui, mais on peut quand même le prendre. Dame prend G5, boum. Sur dame prend G5, cavalier F3, échec, fourchette, regagne la dame, pardon. Et après prise, le pion E4 est toujours cloué, cette fois-ci sur la tour, sauf que là il est attaqué de toutes parts, les blancs vont rester qu'avec des faiblesses, la finale est simplement perdue de manière positionnelle pour les blancs. Donc après dame prend G5, Chirov, le pauvre Chirov a essayé cavalier à 5, et là encore un coup extraordinaire de Judith qui venait de pseudo-sacrifier la dame. Alors, elle ne la protège toujours pas, elle joue cavalier E3, et cette fois-ci sur dame prend G5, c'est cavalier F3, échec et mat, magnifique mat, et on comprend d'ailleurs à la vue de ce tableau de mat pourquoi les cavaliers sont la pièce préférée de Judith Polgar. Et donc évidemment, Chirov ne s'est pas laissé mater en un coup, il sait qu'il est foutu, mais il va quand même se battre jusqu'au bout, il joue dame G3, sauf que maintenant on peut échanger les dames, parce que cavalier prend C2, échec, roi D1, cavalier prend 1, gagne une tour, mais les blancs se vengent sur le fou, et attention, on a une qualité de plus, mais notre cavalier est en 1. Il faut quand même avoir tout prévu, parce que si le cavalier ressort pas, on va se retrouver perdant. Ce serait dommage d'avoir fait tout ça pour perdre la finale. Sauf que Judith avait anticipé le coup B3, et là, le cavalier menace de sortir par C2, et sur A prend B3 qui a été joué, il ressort par B3. Donc les noirs là, ont une vraie qualité de plus et une bien meilleure structure de pion. A noter que le roi au centre il est très bien placé. Maintenant c'est une finale, on va plus se faire mater, on a le roi actif, sans même avoir perdu de tempi pour le jouer, c'est cool. Roi C2, cavalier C5, on n'est pas contre les échanges de pièces, fou E1, le cavalier se place en D4, jolie petite manœuvre, roi D3, fou D6, touk touk touk, et après cavalier C6, Alexei Chirov a abandonné. Ouais, extraordinaire partie de Judith Polgar, une des plus belles siciliennes de tous les temps. Allez, on passe à la troisième partie que Judith a joué contre Ferenc Berkes, un grand maître hongrois, tout comme elle. J'en profite aussi pour vous dire que j'aurai un petit bonus, un exercice de fin. Et aussi, avant qu'on passe à cette troisième partie, que je suis entraîneur, si vous voulez des cours avec moi, vous pouvez me contacter avec les liens qu'il y a dans la bio ou la description, et que si vous voulez soutenir la chaîne comme bien d'autres avant vous, que je remercie encore en me laissant un petit tip sur Tipeee, vous pouvez, là aussi il y a le lien dans la description. Bref, Judith elle est blanc, elle joue E4, évidemment, c'est une joueuse de E4, E6, D4, D5, cavalier C3, elle n'avait pas encore vu mes vidéos sur E5 et le gambit que je recommande. Bref, cavalier C3, cavalier F6, fou G5, prise, fou E7. Ici, les blancs veulent pas perdre de temps, on ne veut pas jouer le cavalier E4, enfin pas jouer encore le cavalier E4, mais les noirs menacent de prendre, et même si on joue fou D3, ils prendraient. Et on ne veut pas échanger toutes les pièces, parce que déjà il y a peut-être dame B4 échec, mais en plus on est Judith Polgar, on veut attaquer, on veut pas juste laisser les noirs échanger les pièces. Donc on fait fou prend F6, prise, et maintenant on peut se développer tranquillement. Petit roc des noirs,
le roi noir a donné son adresse, et ben, on va en profiter pour mettre notre roi de l'autre côté, des rocs opposés, bien dans notre style de joueuse d'attaque. Cavalier D7, grand roc, fou E7, un coup qui peut être un peu surprenant à première vue, mais il y a plusieurs idées, assez simples à expliquer. Ça empêche un éventuel cavalier prend F6, ça aide à jouer C5, qui a un coup libérateur, parce que ça, on a envie d'échanger avec les noirs le pion C contre le pion D des blancs, hein, les blancs ont l'avantage au centre pour l'instant, et aussi ça libère la case F6 pour le cavalier. Donc on aurait pu jouer autrement, par exemple on peut se dire, j'ai mon fou en C8 qui est pourri, bah, je fais B6, tout simplement, fou D3, fou B7, j'ai mis une variante, H4, C5 maintenant, mais par exemple cavalier G5, et sur un petit coup comme H6, cavalier D6, et là on commence à regretter de ne pas avoir joué fou E7. Bon, ça c'est encore compliqué, hein, les noirs sont pas si foutus que ça, mais on voit que le coup fou E7 est assez utile. Donc bref, fou E7, fou D3, B6 maintenant, cavalier EG5 cette fois-ci, et donc là les noirs auraient dû, même s'ils ont joué fou E7, perdre un temps à jouer fou prend G5, cavalier prend G5 et jouer cavalier F6, c'est la suite la plus solide. Mais Berkes a joué H6, et ici une magnifique idée de Judith, fou H7 échec d'abord, surtout pas fou E4, hein, ça attaque la tour, sauf que là, les noirs gagnent, après H prend G5, fou prend A8, on a une qualité de plus avec les blancs, mais, il y a un gros mais, c'est le coup G4 qui attaque le cavalier F3, et le cavalier ne peut pas bouger, parce que en 4 cavalier E5, admettons, comment on gagne les noirs? Vous pouvez faire pause pour voir le gain. Fou G5, oups, clouage de la dame sur le roi, et après F4, un coup qui est toujours plaisant quand ça force l'abandon, je prends F3 en passant. Bref, donc c'est très important, hein, le diable se niche dans les détails, et ben les victoires aussi, fou H7, échec intermédiaire, et seulement sur roi H8, fou E4. Et donc ici, les noirs devaient prendre le cavalier, mais avec le fou, pas avec le pion. Donc faire fou prend G5, et sur le cavalier prend G5, maintenant bouger la tour, le cavalier peut revenir, les blancs sont mieux, notamment parce que ils ont des plans d'attaque assez faciles à jouer, alors que les noirs, c'est pas si clair comment est-ce qu'ils vont faire pour contre-attaquer au centre ou à l'aile dame. Mais, pensant être gagnant, Berkes a joué H prend G5. Et effectivement, les noirs viennent de gagner un cavalier, on se dit que les blancs doivent réagir avec force, sauf que sur fou prend A8, on sait ce qui se passe, il y a G4. Le cavalier est attaqué, il doit bouger, sauf que c'est exactement la même variante, peu importe que le roi soit en H8 ou en G8. F4, prise en passant, abandon. Et on se dit, si les blancs sacrifient une pièce, il faut quand même qu'ils trouvent du contre-jeu, donc peut-être un coup comme H4. Mais c'est pareil, les noirs font G4, surprise, on prend. Bon, ça va pas du tout, et voilà. Donc c'est sûrement ce qu'avait prévu le fort grand maître Berkes, mais la Judith a joué un coup qui est devenu iconique tout de suite, ce qui est d'ailleurs son coup préféré de manière générale quand elle a les blancs, et son coup préféré quand elle a les noirs, c'est la symétrie. Elle a joué G4. Boum. Et effectivement, ça calme. Maintenant que les noirs n'ont plus G4, les blancs menacent à la fois fou prend A8, où ils auraient une qualité de plus après, et ils menacent H4 pour attaquer à l'aile roi. Donc les noirs n'ont que une pièce de plus, donc ils ne peuvent pas se permettre de perdre la tour. Donc il faut jouer tour B8, mais maintenant H4, les noirs ne peuvent plus fermer le jeu en jouant G4. On comprend pourquoi les blancs ont perdu un tempo à forcer le roi à aller en H8, grâce au joli fou H7 échec, fou E4. Tout simplement, la colonne H va s'ouvrir sur le roi, et donc les noirs sont perdants. Ils auraient pu tenter G prend H4, sauf que G5, et on va jouer tour prend H4 et tour H1, et c'est foutu. Sur un roi G8, on fait tout simplement H prend G5. Par exemple, sur fou B7,
on peut prendre pour pas perdre de temps, jouer tour H3 et c'est pareil, on va doubler, c'est la crise. Berkes a préféré jouer G6 pour donner la case G7 au roi. H prend G5, roi G7. Et là, il faut quand même faire un peu gaffe. Par exemple, si on joue un coup comme Dame C3, pour mettre la dame sur la même diagonale que le roi, dire on va jouer D5 échec, etc. On est totalement perdant avec les blancs. Notamment parce qu'on a le roi en C1. Si le roi était en B1, ça serait gagnant, mais là le roi est en C1, on perd un temps. Et par exemple, fou F4, c'est assez simple. Et sur D5 échec, maintenant les noirs ferment tout par E5. On a une pièce de moins, on peut abandonner. Mais donc sur roi G7, il faut jouer précis. Évidemment, c'est ce qu'a fait Judith. Elle a joué Dame F4. Excellent coup. Notamment parce que ça part, tour H8. Sur tour H8, tu aurais prise. Bon, si on reprend Dame prend F7, donc Dame prend H8. Et ici, cavalier E5. Attaque le pion F7. Et sur cavalier prend E5, Dame prend E5. Première vue, ça va pour les noirs. Mais en fait, après Dame prend C7, échec. Les blancs regagnent largement le matériel. Ils auront toujours l'attaque. Ils sont totalement gagnants. Donc, pas tour H8. Berkes a joué fou B7. Et ici, il y a plusieurs coups qui sont tentants, mais un seul qui gagne. Et ça tombe bien, c'est le plus joli. Et ça tombe vraiment bien parce que c'est celui qu'a choisi Judith Polgar. Alors, parmi les coups tentants, on aurait pu imaginer un cavalier E5, par exemple. Mais, il faut prendre le 5. Ça perd dame, donc c'est un peu dommage. On aurait pu imaginer, dame H2, il y a tour H8. On aurait pu imaginer fou prend B7, mais après tour prend B7, il n'y a pas assez de jeu, notamment parce que sur tour H6, tour H8, et les noirs arrivent à se défendre. On aurait pu imaginer, après fou B7, tour H6 tout de suite, mais là c'est un peu plus compliqué. Il y a fou D6, c'est important d'abord d'attaquer la dame, et sur dame E3, on peut prendre maintenant, comme ça, sur tour H1, la dame, on est content qu'elle soit plus en F4, on peut jouer tour G8 pour donner la case F8 au roi. Tour H7, roi F8, ça aurait été problématique si la dame était encore en F4, mais ici, les noirs gagnent. Voilà, beaucoup de coups qui sont tentants, mais qui ne gagnent pas. Enfin, qui perdent même, c'est une question de vie ou de mort. Et le gain s'obtient par tour H7 échec, magnifique. On sacrifie la tour pour gagner un tempo, pour faire venir la dame en attaque. Comme ça, sur roi G7, ou juste dame H6 échec, c'est mieux d'avoir la dame devant. Et ici, on peut tout simplement faire fou prend G6. Surprise, dame prend, roi H8 et tour H1, échec et mat. Donc évidemment, sur dame H2, les noirs ont joué roi G8. Tour H1, maintenant, menace mat. Fou prend G5. Et donc, il n'est jamais trop tard pour se tromper. Par exemple, si on joue roi B1 en se disant, je menace de mat, c'est bon, c'est terminé. Les noirs gagnent là. Ce qui aurait été un petit peu dommage de jouer 20 coups parfaits, de se tromper au 21e et à la place de gagner et de perdre. D'ailleurs, c'est un bon exercice de défense. Comment les noirs se sauvent-ils alors qu'ils sont doublement menacés de mat? Ils jouent roi G7. Le roi volant, et après dame H7, roi F6, cavalier prend G5, c'est un peu la crise, mais en fait tout va bien, fou prend E4, cavalier prend E4, roi E7, dame H4 échec, roi E8, cabane, et c'est bon, il ne peut plus rien nous arriver, on a le roi à l'abri, on a toujours une tour de plus, les noirs sont gagnants. Donc bref, après fou prend G5, on pouvait encore se tromper, mais pas Judith, elle a joué cavalier prend G5, dame prend G5, F4, menace de mat, menace de gagner la dame. Les noirs auraient pu abandonner, ils ont encore joué 3 coups par inertie, enfin même pas, 2 coups par inertie, prise, prise, prise. On menace toujours le mat, on a l'avantage matériel. Bref, il n'était pas trop tard pour abandonner. Et enfin, voilà, donc on a vu les 3 parties. Enfin, un petit
exercice final, c'est en fait une de mes parties préférées, c'est sûrement même ma partie préférée de Judith. Je voulais pas l'analyser en long et en large, parce que ça fait déjà beaucoup pour une seule vidéo, et j'ai privilégié les parties d'attaque qui montrent bien le style de Judith, mais ça c'est un massacre positionnel. Elle a gagné une partie d'école vraiment sur le thème bon cavalier contre mauvais fou dans la sicilienne. Alors c'est pas encore évident que le cavalier est bon, mais vous allez voir, hein, je fais juste défiler les coups. Le cavalier a accédé à la case des 5 dans cette structure qui est bien solide, hein, qui va pas changer avant longtemps. Et le fou, lui, il est durablement mauvais vu qu'il est bloqué sur les cases noires, la couleur des pions qui sont bloqués au centre. Donc, jeu de manœuvre, le cavalier arrive en D5, tranquillement, on masse son adversaire, on prépare l'ouverture d'un deuxième front, on ne peut pas gagner sur un seul front dans ces cas-là. Il faut profiter aussi de notre avantage d'espace et du fait qu'on ait plus de mobilité pour avoir plusieurs fronts, comme ça on peut osciller plus facilement nos pièces soit à l'aile roi, soit au centre ou à l'aile dame. F franc G6, évidemment, parce qu'on ne peut pas laisser la colonne H ouverte, mais après F franc G6, 3 îlots, beaucoup de faiblesse. C5, maintenant on peut ouvrir, touk touk touk, et les pièces vont se faufiler, on arrive au coup final, tour H8, échec, abandon. Et en fait c'est mon exercice pour vous, c'est pourquoi est-ce que Vishy Anand a abandonné. Alors je donne encore le coup d'après, roi G7, il y aurait dame D4, échec, les noirs auraient joué fou F6, et ici, le gain est très joli, ça rappelle d'ailleurs une magnifique combinaison jouée par Tigran Petrosyan dans son championnat du monde contre Boris Spassky. Les blancs jouent et gagnent. Si vous avez la solution, bravo. Et ben, quand même pour vérifier, mettez-la dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée à tous et à toutes. Ciao.